Pendant 4 années consécutives, nous nous sommes posé la question: les vaccins qu'on nous administre préviennent-ils ou tuent-ils? Depuis longtemps, il nous semblait que créer des vaccins en un temps record, sans vérification approfondie, était incroyablement étrange et probablement dangereux. Malheureusement, nous avions raison. À la fin, je mettrai un monologue qui remettra tout à sa place, mesdames et messieurs. Au bout de 6 mois, l'efficacité des vaccins contre le COVID devient négative. Expliquez-moi comment un vaccin avec une efficacité négative peut sauver des vies et avoir le pire profil d'effets secondaires de toute l'histoire des vaccins. Alors, comment exactement un vaccin avec les pires effets secondaires et une efficacité négative peut-il sauver des vies? C'est une affirmation absurde. La pandémie de COVID a été terminée par le variant Omicron. Il était plus contagieux, mais moins mortel. Voici le docteur Essence Tony Rogers. Au congrès de il y a 10 jours, il a déclaré que ce qu'on nous a injecté contre le Covid a les effets négatifs les plus graves. Et j'ajouterai de ma part, nous ne savons pas encore tout. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous savons déjà ? Voici l'audition au Sénat. Ce n'est plus le congrès, mais déjà le Sénat. Dr Jordan Vaughan. Le Dr Vaughan a traité plus de 4000 patients atteints de Covid long ou d'effets secondaires du vaccin contre la Covid-19 en même temps. C'est lui. J'ai lancé la conversation. Pour comprendre comment non seulement aider mon personnel et m'assurer qu'ils sont en sécurité, mais aussi aider les patients dont mon organisation était responsable. Cela m'a vraiment poussé à approfondir ma compréhension de la pathologie. J'ai compris que la protéine Spike, surtout la sous-unité S1, n'est pas inoffensive. Elle provoque une inflammation, perturbe les barrières endothéliales, forme de la fibrine résistante et favorise de nombreux agrégats amyloïdes. C'est ce que j'étudie. Ces effets limitent l'oxygénation, abîment les vaisseaux sanguins et favorisent des troubles de la coagulation, causant de nombreux symptômes observés dans le Covid long et chez les personnes touchées par le vaccin, soit aujourd'hui un grand nombre d'individus. Plus de 10 à 15 millions de personnes en Amérique subissent les effets du Covid long ou de blessures liées au vaccin. Il s'agit d'une étude menée par un médecin qui emploie 200 membres du personnel médical et qui prend en charge 170 000 patients par an. Il a personnellement pris en charge 4 000 patients Covid et suivi l'évolution de leur maladie. Les symptômes typiques, elles sont rythme cardiaque accéléré, confusion, essoufflement et malaise après un effort. Dans ma clinique, j'utilise la microscopie à immunofluorescence pour observer le sang et détecter les agrégats amyloïdes. Certains sont des adolescents incapables de rester debout, d'autres des adultes actifs ayant eu de petits accidents vasculaires cérébrales sans cause typique identifiée. Ce ne sont pas des théories abstraites, ce sont les vies réelles de mes patients en Alabama et au-delà. L'injection d'ARNM utilise des nanoparticules lipidiques pour délivrer de l'ARNM modifié, incitant les cellules à produire une protéine Spike stabilisée. Contrairement aux vaccins traditionnels, cette méthode provoque une production incontrôlée et prolongée de la protéine Spike, diffusée dans de nombreux organes comme le cœur, le cerveau, le système vasculaire, les ovaires et les testicules. Pendant 4 ans, la Maison-Blanche, par l'intermédiaire du FBI, ordonnait à tous les réseaux sociaux qui obéissaient sans discuter de supprimer toute information négative. Immédiatement, il fallait s'en prendre avec des sourires méprisants et des critiques à tous ceux qui tentaient de nous avertir des dangers de ces vaccins. Je vais vous raconter. J'ai vécu mon premier traumatisme lié au vaccin durant les hivers 2021. Un homme de 69 ans de l'Alabama est arrivé avec un essoufflement inexpliqué. C'était mon patient. Je n'avais aucune autre raison pour expliquer son essoufflement, et après la seconde dose de Pfizer, il était vraiment essoufflé. Je n'arrivais pas à comprendre cela d'une certaine manière, parce que normalement, il s'agirait d'une embolie pulmonaire. Mais l'anticoagulation empirique et la thérapie antiplaquettaire ont entraîné une amélioration rapide.
Ce cas a conduit à étudier davantage la capacité de la protéine Spike à provoquer la formation de fibrines résistantes, à activer définitivement les plaquettes et à endommager nos vaisseaux sanguins, essentiels à l'irrigation de tout le corps. Les fabricants de vaccins le savaient et, avec l'aide de politiciens achetés, ont forcé tous les médias à ne pas laisser passer les opinions critiques. Ils gagnaient trop de milliards pour s'arrêter à cause d'une broutille comme notre santé, comme une crise cardiaque. Là-bas, c'était le grand-père, la mère, le fils ou l'ami de quelqu'un. J'ai traité environ 4000 patients atteints de Covid long, de complications post-vaccin ou des deux. Nombreux étaient jeunes et en bonne santé. Chez les personnes touchées par la vaccination, la confiance dans les institutions publiques a diminué. Nombreux ont dû se plier aux mandats fédéraux. Août 2021, malgré des doutes liés à une infection antérieure ou à un risque de santé personnelle. Ils connaissaient leur corps mieux que l'agence. Maintenant, devenus handicapés, ils sont rejetés ou ignorés par les systèmes qui exigeaient l'infection, leur soumission. On nous a forcés, limités dans nos déplacements, interdits de monter dans nos avions, par exemple. Notre quotidien changeait. J'ai été expulsé 2 fois d'un restaurant. Notre possibilité d'étudier. Les enfants restèrent à la maison, puis, à partir de l'âge de 12 mois, il me semble, ils étaient obligés de se faire vacciner. C'est le médecin traitant. Et qu'en pense-t-il maintenant ? Avant, ils y pensaient peut-être, mais n'osaient pas le dire, comme certains chercheurs indépendants, par exemple un professeur de médecine à Stanford. S'il était permis d'avoir une discussion ouverte à ce sujet, ce serait très clair. Je pense que pour la plupart des médecins et la plupart des parents, le bénéfice du vaccin contre le Covid pour les jeunes, en particulier, surtout pour les enfants, était très très faible. Pourquoi ? Parce que le risque de mortalité dû au Covid pour les enfants était très très faible. Si le débat avait été autorisé, a déclaré le professeur de la faculté de médecine de Stanford. Si avait été autorisé, la discussion, c'est-à-dire chez nous, pas la liberté de parole, d'expression, d'opinion. Évidemment, quand le Parti des démocrates est au pouvoir, alors nous n'avons pas de liberté. La question est, je prends le vaccin, qu'est-ce que c'est ? Si je prends le vaccin, quel sera l'effet maximal sur la probabilité d'attraper le Covid ? Et quel sera l'effet maximal sur la probabilité d'avoir une myocardite si j'attrape le Covid ? C'est ça, donc marginalement, si je le prends par rapport à si je ne le prends pas, comment la probabilité d'attraper le Covid va-t-elle changer ? Il s'avère que cela prévient l'infection symptomatique pendant 2 mois, mais cet effet diminue très fortement après seulement 2 ou 3 mois. C'est ça, donc ça ne prévient pas complètement l'infection par le Covid. Il est très probable que vous attrapiez le Covid après cela. J'ai reçu le vaccin Pfizer. Moi, j'ai eu le Covid. 2 fois depuis. Par exemple, personnellement, oui, je veux dire, j'ai reçu 2 doses du vaccin Pfizer en avril 2021 et en août 2021, j'ai attrapé le Covid. C'est-à-dire, j'ai été vacciné. Maintenant, tu as une chance d'avoir un problème cardiaque. Et dans 2-3 mois, lors d'une nouvelle épidémie, tu retombes malade, tu reçois à nouveau le vaccin, et tu as encore une chance d'avoir des problèmes cardiaques. Maintenant, je soupçonne que c'est doublé. L'influence marginale du vaccin sur... Donc, c'est un peu comme ça parce que tu tomberas malade de toute façon. C'est-à-dire que tu te fais vacciner et ensuite tu attrapes quand même le Covid. Donc, quoi que le Covid veuille te faire, il le fera quand même. Ou pas. Oui, c'est comme jouer 2 fois à la myocardite, mais à une machine à sous. C'est comme jouer à la roulette avec son cœur, juste pour éviter d'être malade quelques mois. Revenons aux auditions au Sénat. Médecin de formation, le sénateur Rand Paul pose des questions à l'ancienne dirigeante. Nous avons une organisation appelée le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies. C'est le Centre de prévention des épidémies des États-Unis. Pour cela, nous devons discuter de la science elle-même et nous ne pouvons pas en discuter. Vous savez, comme si tous les vaccins étaient bons, tous les vaccins étaient mauvais. Il s'agit de vaccins spécifiques. Cela concerne des groupes d'âge spécifiques et des politiques spécifiques. Le vaccin Covid empêche-t-il la transmission ? Le vaccin Covid réduit la charge virale. Est-ce que cela empêche la transmission ? Une charge virale réduite diminue aussi la transmission. Rédactrice des sous-titres, correctrice.
En d'autres termes, le vaccin n'empêche pas la transmission. Vous pouvez transmettre le virus malgré la vaccination. Avec le temps, la capacité à empêcher la transmission a diminué. Et ce que nous avons découvert, c'est que le taux le plus récent depuis l'apparition d'Omicron est d'environ 16% de réduction, s'il y a une réduction. C'est-à-dire que Suzanne Monares essaie d'éviter de répondre aux questions, ce qui fait d'elle immédiatement non pas une experte, mais une partie prenante dans la discussion. Le vaccin Covid réduit-il les hospitalisations chez les moins de 18 ans? Non. Les statistiques ne sont pas convaincantes car trop peu de personnes de moins de 18 ans sont hospitalisées pour le prouver. C'est intéressant, on lui demande « Le vaccin a-t-elle aidé à réduire la durée d'hospitalisation de l'enfant ?» Il peut en fait y avoir 3 réponses, peut-être oui, peut-être non, ou peut-être que je ne sais pas. Au lieu de cela, la réponse a été « Elle peut réduire ». Si elle peut, oui, alors pourquoi n'a-t-elle pas réduit ? Eh bien, le sénateur Paul a tout de suite dit « Maroussia, est-ce que tu mens ?» Les chiffres sont extrêmement faibles. Dans notre pays, il y a environ 76 millions d'enfants de moins de 18 ans. 183 sont décédés et plusieurs milliers ont été hospitalisés en 2020 et 2021. Et depuis, les chiffres ont fortement chuté. Cette idée et ce problème doivent être discutés. Mais le vaccin contre le Covid ne réduit pas les hospitalisations. Ce n'est pas statistiquement significatif. Le vaccin Covid diminue-t-il la mortalité chez les moins de 18 ans? Voici d'ailleurs la question la plus importante. Nous avons déjà découvert que l'ancienne directrice du Centre de prévention des épidémies ment et esquive les questions. Oui, peut-être. Encore une fois, peut-être. C'est absurde. Non, ce n'est pas possible. Et aucune statistique ne prouve que cela réduit la mortalité. Ce sont des statistiques que nous avons étudiées. Quand ils ont approuvé cela, ils ont eu cette discussion au sein du comité sur les vaccins dont nous avons parlé. Ils ont admis pendant la discussion qu'aucune preuve ne montrait une baisse des hospitalisations ou de la mortalité. Alors, ils ont dit que nous pouvions utiliser cela pour inciter les gens à prendre ce vaccin. Ils ont inventé cela. Ils ont dit que si nous vous donnons le vaccin contre le Covid, vous développerez des anticorps. Toute la recommandation de vaccination Covid des 6 mois repose sur les données d'hospitalisation, non sur la mortalité et sur la présence ou non d'anticorps. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en injectant une protéine étrangère chaque semaine, on mesure toujours des anticorps produits à chaque fois. Cela montre juste que l'immunologie marche sans rapport avec la nécessité d'un vaccin hebdomadaire. Donc, lorsque nous discutons de la science ici, nous devons discuter de la justification scientifique de la vaccination d'un enfant de 6 mois. Donc, C'est-à-dire que des millions d'enfants ont reçu des vaccins avec des effets négatifs, sans aucun résultat positif pour ces enfants. Y a-t-il eu un résultat positif? Oui, bien sûr. Pour les fabricants de vaccins et pour ceux qui recevaient des potes de veine ou des commissions de la part de ces fabricants. Je me souviens du scandale que j'ai fait à ma fille quand j'ai appris qu'elle comptait faire vacciner ses enfants. Et elle me dit, tous les médecins, tous les chercheurs, tous ceux qui ont testé disent qu'il faut absolument et urgemment le faire. Il faudrait juger ceux qui ont travaillé pour l'industrie pharmaceutique en se moquant de nos enfants. Une étude révolutionnaire soulève des doutes sur la sécurité des vaccins à ARNM contre le COVID, remettant en cause les déclarations des autorités sanitaires et la confiance du public. En exploitant des données précises sur les tendances des maladies, les résultats des traitements et l'analyse du système immunitaire. Plusieurs rapports de recherche indiquent que les risques d'inflammation cardiaque associés au vaccin pourraient être nettement plus élevés et peut-être même plus dangereux que ce qui avait été rapporté auparavant. Surtout chez les jeunes hommes. Nous sommes avec Sergueï pour en parler. Dr. Kurt Kirk-Milham, chercheuse principale à l'Alliance médicale indépendante pour la cardiologie pédiatrique. Bonjour docteur, bienvenue au Studio National. Ravi de vous voir, merci. Bonjour, merci de m'avoir invité. Une étude sur la sécurité des vaccins à ARNM contre la COVID a été publiée dans la Revue internationale de recherche et d'innovation en cardiologie. Si j'ai bien compris, parlez-nous de l'ampleur de cette étude et de vos principales conclusions. Seulement, Ce n'est qu'après le départ de des partis de la Maison-Blanche que de telles études ont commencé à apparaître dans la presse. donc c'est une compilation d'études qui existent réellement depuis 2021.
Nous avons observé que le vaccin causait des problèmes, notamment une inflammation du cœur chez les jeunes adultes, surtout les hommes. Ils avaient en déjà ces données, ils les avaient en déjà en 2021, ils les avaient mais ils n'avaient pas la possibilité de nous en parler. Ceux qui les recevaient, ces vaccins, ceux qu'on obligeait à les recevoir pour étudier à l'université, pour servir dans l'armée, pour aller travailler, on les forçait à le faire. Donc, nous avons rassemblé toutes ces différentes revues à comité de lecture, articles et données, et nous les avons mis au même endroit, facilement accessible, avec 42 pages et 341 références. À nos préoccupations, c'est un vrai problème. Et ces vaccins apportent peu de bénéfices aux enfants en bonne santé et aux jeunes adultes. Avez-vous pu distinguer la cause de la myocardite entre une infection COVID et une réaction au vaccin COVID? Oui, c'est très clair pour plusieurs raisons que nous avons pu évaluer. Et tout d'abord, il y a eu une excellente étude menée dans les pays nordiques qui a examiné 23 millions d'enfants et de jeunes. Et ils ont découvert que les personnes qui avaient le moins de cas de myocardite étaient celles qui n'étaient pas vaccinées. Et à mesure que vous augmentiez le nombre de doses de vaccin ou que vous utilisiez Moderna au lieu de Pfizer, votre risque de myocardite ne cessait d'augmenter. Encore une fois, face à une maladie très légère pour les enfants et les jeunes en bonne santé. Les maladies cardiaques sont incroyablement rares chez les enfants, les jeunes et les adolescents. Soudain, cela arrive à ceux qui ont reçu 1, 2, 3 injections. Soudain, cela se produit sans raison apparente. Écoutez, les téléspectateurs de longue date de cette émission ne seront pas du tout surpris d'entendre cela. Mais je pense que nous appellerons ce segment « Je vous l'avais bien dit ». Lors des auditions au comité du Sénat M, ce matin, le docteur c'était hier. Le docteur Robert Sullivan a évoqué l'impact du vaccin COVID sur de nombreux sportifs. Et ça, vous savez, je ne sais pas, ça me pousse à le dire. Il a été découvert que c'est plus nocif que ce que nous pensions au départ. Je vous avais dit que tout cela allait arriver et maintenant, le docteur Sullivan me donne raison. Regardez. J'ai appris que de nombreux patients hospitalisés atteints de COVID ont développé une hypertension pulmonaire. L'autopsie a révélé le même type de lésion des vaisseaux pulmonaires que chez moi. Chez les patients atteints de COVID long avec essoufflement persistant, les symptômes s'améliorent mais les lésions restent, comme pour moi. Il est désormais établi que la protéine spike du syndrome respiratoire aigu sévère COV2 endommage poumons, cœur et cerveau chez les animaux. Sa toxicité est avérée. Je sais ce que c'est désagréable à entendre. Une étude révèle que les sportifs ayant reçu des rappels à ARNM voient même leur capacité aérobie chuter, équivalent à 5-10 ans de vieillissement en une semaine. Pourquoi cela se produit-il? Une étude évaluée par des pairs a aussi montré une perte de capacité pulmonaire chez les sportifs. Ce n'était pas seulement les sportifs, mais aussi lui personnellement, et il a témoigné « Je sais ». Si c'est un médecin qui témoigne négativement sur le vaccin contre le COVID, il doit être un charlatan. Il n'a sûrement pas étudié dans les mêmes établissements que tous les médecins qui soutiennent le vaccin contre le COVID. Mais il dit que sa propre capacité pulmonaire a presque été réduite de moitié. Il a déclaré « De l'extérieur, j'ai l'air normal, alors que j'ai perdu la moitié de la capacité de mes poumons. Si je parais aussi normal malgré ces dégâts, combien d'autres personnes souffrent en silence? » Il souffre d'hypertension pulmonaire, une maladie qui force le cœur à pomper davantage de sang vers les poumons. Il dit aussi que le vaccin contre le COVID a augmenté sa tension artérielle. Et alors... Quoi, tout cela n'a pas été vérifié avant qu'on nous oblige à injecter ce liquide dans notre corps? Alors, à quoi sert la Food and Drug Administration? À quoi servent les débats, les discussions d'opinion? Pourquoi organiser des conférences de spécialistes? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça marche sur le papier, mais dans la vie réelle, ça ne fonctionne pas. C'était une étude de 2022. Elle a montré que 19% des sportifs, dont l'âge moyen était de 37 ans d'ailleurs, peut-être que je suis juste à un âge où 37 ans ne me paraît pas vieux, c'était l'âge moyen. Dans cette étude, 19% des sportifs ont vu leur volume d'oxygène baisser de 8,6%, illustrant l'efficacité de l'utilisation de l'oxygène par le corps. Donc, plus le taux de volume d'oxygène 2 est bas, plus il est difficile pour votre organisme de traiter l'oxygène. Les 80% restants, soit 51% des participants en moyenne, ont vu leur volume d'oxygène 2 diminuer de 2,7%. Ce n'est donc pas juste un COVID long ou un essoufflement. Ce sont des lésions pulmonaires durables, parfois permanentes, touchant de nombreuses personnes. En fait, vous ne saviez rien en 2020 ou alors vous le saviez.
mais vous vouliez vraiment gagner 1 ou 2 autres petits de trillions, et je voudrais terminer sur l'aveu stupéfiant des fabricants de vaccins. John Campbell a quelque chose. Voici quelques informations inquiétantes sur le vaccin que vous ne connaissiez pas. Écoutez, saviez-vous qu'il y avait 2 lots différents? Il y avait des lots qu'ils ont testés et il y a des lots qu'ils vous ont donnés et ils n'étaient pas formulés de la même façon. Le saviez-vous? Alors, toi, l'académicien Josh à l'université hébraïque, tu as aussi des liens avec les États-Unis. Tu as étudié des choses assez intéressantes. Et la première chose dont nous voulions parler, ce sont les différents procédés qui ont été utilisés dans la production du vaccin Pfizer. Il semble qu'il y ait le procédé 1 et le procédé 2, et ces procédés spécifiques ont été utilisés lors des essais. Donne-nous un peu d'informations à ce sujet, Josh, si tu veux bien, s'il te plaît. D'accord, oui, bien sûr. Donc, le point clé ici, c'est que dans l'essai clinique que Pfizer-BioNTech a mené pour son vaccin contre la COVID, ils ont utilisé des doses du vaccin produites selon un procédé de fabrication que tu as appelé procédé 1. Mais ce qui a été fourni au public après l'essai n'était pas ce type de dose. Ils ont utilisé un autre procédé de fabrication à plus grande échelle, appelé procédé 2. C'est ce que chacun a reçu lors de la vaccination. Alors maintenant, la question est, quelle est la différence entre ces 2 procédés? Est-ce que cela a de l'importance? Eh bien oui, cela a probablement beaucoup d'importance. Je peux vous montrer des preuves expliquant pourquoi nous pensons cela important, juste pour vous donner une idée générale. Et je ne connais pas tous les détails techniques de cela. Je sais assez pour en avoir une certaine compréhension, mais nous avons tous appris à ce sujet. Alors, que faut-il faire pour créer un vaccin à ARNM? Il faut générer l'ARNM. Comment faire cela? Eh bien, l'ARNM, c'est comme une copie d'une particule d'ADNC. Donc, vous avez besoin d'un acide désoxyribonucléique comme matrice de base à partir de laquelle vous pouvez créer l'ARNM à partir de cet acide désoxyribonucléique. D'accord. Alors, d'où obtenez-vous cet acide désoxyribonucléique? Eh bien, vous pouvez. Avec le premier procédé, ils utilisaient principalement le procédé réaction de polymérisation en chaîne pour dupliquer l'acide désoxyribonucléique. C'est bien ça, c'est ce qu'ils font avec la réaction de polymérisation en chaîne. Ils veulent vérifier s'il vous reste des traces d'acide désoxyribonucléique dans le nez pour qu'on puisse dire si c'était, vous savez, le COVID, le syndrome respiratoire aigu sévère, COVID-2 ou autre chose. C'est ça, donc ils le répliquent. Oui, c'est tout le principe de la réaction de polymérisation en chaîne et c'est une façon relativement propre de le faire. Et ils ont aussi utilisé un système de très, très haute qualité en utilisant ces billets magnétiques pour éliminer toutes les impuretés. Après avoir utilisé à nouveau le processus de réaction de polymérisation en chaîne pour créer un modèle, ils s'en servent ensuite, vous savez, pour générer l'ARNM. Dans le deuxième processus, ils ont utilisé une autre méthode pour créer une base d'acide désoxyribonucléique où ils ont essentiellement un modèle d'acide désoxyribonucléique qu'ils placent dans ce qu'on appelle un plasmide, qui est une partie d'une bactérie. Donc, les plasmides se dupliquent, mais les bactéries aussi. C'est une méthode bien plus économique, rentable et évolutive. Vous pouvez simplement utiliser de grandes cuves au lieu d'une machine réaction de polymérisation en chaîne. Je ne sais pas à quel point elles sont grandes, mais vous avez ces cuves où les bactéries OU se multiplient très vite. Et ensuite, vous prenez essentiellement des plasmides et vous prenez leur acide désoxyribonucléique et vous le rendez linéaire au lieu qu'il soit enroulé. Et ensuite, ils utilisent cela pour générer de l'ARNM. Mais ensuite, que doivent-ils faire? Ils possèdent de l'acide désoxyribonucléique plasmidique et des bactéries dans cette masse qu'ils doivent purifier et nettoyer. Et c'est là qu'il semble qu'ils aient en fait un travail horrible. Et je ne sais pas si vous avez suivi certaines révélations qui apparaissent, où de plus en plus de chercheurs dans le monde entier reproduisent cette découverte, à savoir que dans les flacons de vaccins réaction de polymérisation en chaîne qui ont été testés, on trouve des niveaux élevés de ces résidus M d'acide désoxyribonucléique plasmidique. De plus, nous savons d'après les propres documents de réaction de polymérisation en chaîne qu'ils ont soumis à divers organismes de réglementation qu'il y a un lipopolysaccharide résiduel également connu sous le nom d'endotoxine. Cette membrane, alors, quelle bactérie utilise-t-il pour dupliquer cela? La bactérie Escherichia coli est un type de bactérie à gram négatif dont les membranes provoquent une forte inflammation. On les appelle endotoxines. Ce n'est pas pour rien. C'est pourquoi, lors du processus, les ampoules contiennent plus d'endotoxines. Et encore une fois, cela était basé sur ce que nous savons à partir des propres documents réaction de polymérisation en chaîne soumis au régulateur. C'est tout simplement incroyable. Ils ont testé une chose, mais ils nous en vendent une autre. Vous savez pourquoi? Eh bien sûr qu'on sait pourquoi. Parce que c'est moins cher à produire. Mais celui-là n'a pas été testé, et il n'a pas été purifié des impuretés nocives. Ça m'a rappelé l'histoire de la constitution d'Helsinki.
Sobchak, Alexeyev et Chakray ont travaillé pendant 2 ans à la rédaction de la Constitution. Ils étaient aidés par 800 experts dans tous les domaines des sciences sociales, ainsi que par des spécialistes de plusieurs pays étrangers qui participaient à la rédaction. Finalement, donc, tous ces 800 et quelques personnes se sont réunis, ont approuvé le texte et l'ont transmis à Helsinki. Où est-elle ? Ils l'ont jetée et remplacée immédiatement, dans tous les endroits importants, du moins de leur point de vue. Ensuite, ils ont réuni 8 personnes, soi-disant impartiales, qui ont signé sur la page de titre de cette constitution, celle qui a été imprimée. Et c'est pour ce texte corrigé que le peuple a voté, pensant que Sobchak, Alexeyev, Chakray avaient fait ce qu'ils avaient raconté à plusieurs reprises. Mais non, ils ont discuté d'une chose et en ont glissé une autre, c'est-à-dire qu'ils ont trompé les naïfs sur toute la ligne. C'est pareil ici. Ils l'ont vérifié puis jeté à la poubelle. Et on nous a donné quelque chose de complètement différent. Mais même si on nous avait donné la bonne chose, on ne sait pas comment cela nous aurait affecté. Parce que l'effet, au bout d'1 an, 2 ou 5, n'a pas été vérifié. Et personne ne nous a jamais parlé des inconvénients et des conséquences possibles pour les jeunes, les enfants. Aussi pour les personnes ordinaires et normales. Comme nous, des gens qui ne se doutaient de rien, que l'on expérimentait simplement sur nous. Que va-t-il se passer ? Voyons combien d'entre vous vont mourir. Intéressant. Donc, je dois vous dire encore une fois, gloire au cher parti démocrate des États-Unis d'Amérique. Merci vote. Voici le résumé de ma promesse. Et comment ? En tant que président de la commission du Sénat sur l'étude des conséquences du Covid, c'est Ron Johnson, le sénateur Ron Johnson. Donc, il a présidé une séance où ils ont organisé, une audition de Kennedy à notre ministre de la Santé. « 9 252 de ces décès sont survenus le jour de la vaccination ou dans un délai d'1 à 2 jours. Je suis d'accord avec vous. On ignore le nombre réel de décès dus au Covid, l'information ayant été déformée. On ne sait pas non plus combien de vies ES a sauvé. Je pense encore que la plupart des gens vont bien. Si vous êtes vulnérable, augmentez vos anticorps pour réduire la gravité. Il n'y a même pas de bonne étude. Il n'y a que des informations, juste une déclaration. C'est une preuve convaincante que la population vaccinée est beaucoup plus sujette aux maladies chroniques que les personnes qui n'ont jamais été exposées au vaccin. Cela arrive tout le temps. Ces agences nous mentent et nous allons changer cela dès maintenant. Nous avons découvert que quelqu'un dans les agences fédérales de santé a dissimulé le signal lors d'une communication inter-agences. Ils ont admis avoir caché un signal sur la myocardite. Ils n'ont pas averti le public, ils n'ont pas averti les médecins. Ce n'est qu'un exemple de corruption et de mensonge du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies. Nous en révélerons bien d'autres. Nous avons tenu notre première audience devant le sous-comité enquêtant sur la dissimulation du signal de myocardite. L'injection et le vaccin pour enfants ont causé des dommages. Mardi prochain, nous tiendrons une audience sur une étude menée par un établissement médical d'une grande intégrité qui a réellement examiné les personnes vaccinées et non vaccinées, une étude de très grande qualité. Je ne vais pas enlever la gloire à Aaron S., qui va témoigner sur cette question. Je pense que vous connaissez l'étude qui montre que la population vaccinée est beaucoup plus sujette aux maladies chroniques que les personnes qui n'ont jamais été exposées au vaccin. Ceci illustre comment la science a été déformée. D'ailleurs, l'étude a été réalisée et quand ils l'ont faite, ils ont dit « peu importe les résultats, nous allons la publier ». Ils ont obtenu les résultats en 2000, ce n'est toujours pas publié. Nous l'ajouterons au protocole mardi. Vous voulez simplement parler de ce que vous avez observé concernant la prise de contrôle des agences que vous dirigez actuellement. La corruption de la science, vous venez de le dire, c'est presque votre objectif principal, n'est-ce que pas ? Essayez de rétablir l'honnêteté et la confiance dans la science qui a été corrompue par ceux qui la financent, les agences fédérales de santé, capturées par les compagnies pharmaceutiques, la grande industrie pharmaceutique, la grande industrie alimentaire. Je veux juste vous donner, excusez-moi, juste une dernière minute pour tout d'abord vous protéger, évoquer la corruption dans la science que vous affrontez et tentez de corriger.
Oui, je vais juste vous donner un exemple et je pourrais rester ici et en donner des milliers. En 2002, le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies a mené une étude interne sur des enfants à Atlanta, dans le comté de Fulton, en Géorgie, et a examiné les enfants qui avaient reçu le vaccin rougeole, oreillon, rubéole à temps. Et ils les ont comparés à des enfants qui l'avaient reçu plus tard. C'est-à-dire les enfants qui l'ont reçu avant 36 mois et ceux qui l'ont reçu plus tard. Les données de cette étude ont montré que chez les garçons noirs qui avaient reçu le vaccin à temps, la probabilité de recevoir un diagnostic d'autisme était 260% plus élevée que chez les enfants qui avaient attendu. Le principal scientifique dans cette affaire, le Dr William Thompson Sr., a déclaré que la science sur la sécurité des vaccins au Centre pour le contrôle et la prévention des maladies avait été convoquée dans une pièce avec 4 autres co-auteurs. Son supérieur, Frank DeStefano, dirige le département de la sécurité de l'immunisation. On leur a ordonné de supprimer ces données, puis ils les ont publiées sans le mentionner. Donc, vous connaissez cette histoire, je connais cette histoire, et vous connaissez des centaines d'histoires comme celle-ci. Des centaines d'histoires comme celle-ci. À ceux qui testèrent le vaccin, on a ordonné. L'organisation gouvernementale, sur ordre du Parti démocrate et de la Maison-Blanche, a supprimé les aspects négatifs du rapport. On leur a demandé un rapport positif et honnête. Voilà comment nous vivions, mesdames et messieurs. À suivre. Rien que pour ça, il faudrait les pendre par les parties intimes à tous les arbres autour de Washington. J'utilise ici les mots d'une source, à savoir du représentant, c'est-à-dire du membre du Congrès. Certains disent que c'est le président de la Chambre basse de l'époque, Thomas Reed, qui a dit cela lors de la discussion sur le 16e amendement de la Constitution, qui en fait a tué la démocratie aux États-Unis. Il a dit, ou elle, je ne sais pas, mais voici. Si le Congrès instaure l'impôt sur le revenu, c'est un impôt sur les personnes qui travaillent, gagnent de l'argent et sont imposées. Alors, s'ils font cela, le peuple pendra les députés aux arbres autour du Capitole. Malheureusement, ils l'ont introduit, mais de manière rusée, et le peuple ne les a pas pendus. Ce serait vraiment juste et formidable, et il n'y aurait pas d'impôt. J'ai bien peur que ceux-là non plus ne seront pas pendus, alors qu'il le faudrait vraiment. On peut encore en dire beaucoup. Comme sur les vaccins inoffensifs, on peut aussi beaucoup parler des méfaits des vaccins. J'ai choisi uniquement les aspects pédiatriques et l'influence sur le cœur, et à la fin j'ai dit un mot sur l'autisme. Et il s'est passé beaucoup de choses. À suivre. Beaucoup plus. Il faudrait quand même les accrocher, bien sûr. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.